Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes tous en forme. Donc remercier cette initiative du CDOS où Monsieur Adrien Duterte va nous faire un exposé, va nous exposer un petit peu son projet. La préparation mentale réussir son projet en 6 étapes avec la préparation mentale. Pardon, remercier Quentin Brogy et Sarah Cochet, les deux salariés du DOS. Donc le DOS a souhaité mettre en place 3 visioconférences, 3 webinaires dans le cadre du sport santé. Donc le premier rendez-vous, c'est aujourd'hui et on est heureux de voir autant de monde présent. Et le prochain rendez-vous, ça sera le 15 décembre. Donc je n'en dirai pas plus. Donc vous remerciez tous de votre attention. N'hésitez pas à participer et je laisse la parole à Adrien. En le remerciant beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Ozouf. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Quentin, est-ce que tu peux me confirmer que tu m'entends bien? Okay. Bonjour à tous, je suis ravi d'être parmi vous aujourd'hui et que vous soyez aussi nombreux. J'espère qu'on va passer donc un bon moment ensemble et que vous allez trouver écho dans ce que je vais dire ou à travers certains éléments. Je vais faire un petit partage d'écran. Seulement Quentin me confirmer si ça s'affiche bien. Ouais, je pense que c'est en train d'arriver là, ça charge. Hop, et ça arrive à l'écran. C'est tout bon. Super. Donc, on va commencer. Je vais commencer par me présenter. Je m'appelle Adrien Duterte. Je suis préparateur mental en Normandie. J'ai une expérience plutôt à l'international, dans le sens que j'ai travaillé durant 5 ans au Canada. J'ai participé notamment à la préparation de certains athlètes canadiens, sportifs canadiens aux Jeux de Rio en 2016. Et j'ai aussi travaillé en tant que préparateur mental de certains athlètes, cette fois-ci péruviens, pour les Jeux panaméricains de Lima en 2019. J'ai décidé de revenir m'installer en Normandie en mai 2020. Et actuellement, je vais travailler donc avec le centre sportif de Normandie. Je travaille également avec l'IUT de Caen. Je suis habilité par la Fédération française d'athlétisme également à intervenir en préparation mentale auprès des athlètes normands et français. Et je travaille avec certains clubs et certains sportifs aussi en suivi privé. Voilà. Alors, n'hésitez pas donc à me poser des questions. Alors, malheureusement, c'est la première fois que j'utilise Windows Team. Je vois seulement mon écran. Moi-même, donc, je ne vais pas voir, en gros, si vous levez la main, ça sera Quentin qui fera l'intermédiaire. Parce que malheureusement, je vois seulement mon plein écran. Voilà. On va partager, n'hésitez pas soit à lever la main, soit à poser des questions dans le chat, et puis on fera le relais à Adrien. Voilà, super. Bon, alors on va commencer réussir son projet en 6 étapes. Alors, on va voir que ça va être plutôt en 5 et la 6e étape, c'est plus par rapport à des projets qui vont être en lien avec des périodes plutôt difficiles, c'est-à-dire sportifs par exemple blessés ou la question du confinement, on va quand même en parler un petit peu. Je pense qu'il ne faut pas oublier que dans le contexte actuel, certains de nos sportifs sont encore confrontés justement à ce confinement. Il me semble, si je suis à peu près à jour dans ce que j'ai entendu, par exemple par le président, que jusqu'en janvier, les sportifs majeurs dans certains sports qui ne sont pas sur liste ministérielle ne vont pas pouvoir reprendre leur entraînement. Donc, pour eux avec des cours à l'université en ligne, finalement, ils sont presque dans un confinement. Voilà. On va commencer par la première étape. La première étape, c'est très important, on va faire le point. C'est-à-dire que quand on a un projet, ça peut être important de savoir d'où on part. Donc, j'utilise un outil qui s'appelle la roue de la vie. C'est un outil que j'utilise beaucoup, finalement, pendant mes suivis en préparation mentale avec des sportifs. Ça me permet de connaître un petit peu comment fonctionne leur équilibre de vie à un instant T. Alors, je précise que cet exercice est seulement valable à un instant T. C'est-à-dire que si vous le faites la semaine d'après, les résultats vont être complètement différents. D'où l'intérêt de le faire de manière répétée, par exemple.
Alors, on va diviser la première étape, c'est qu'on va diviser son investissement en énergie, son engagement dans un domaine, à travers différents domaines. Je vais vous prendre l'exemple d'un sportif ici. Donc, on a divisé en 5 domaines et demi. On a mis le sportif et les études dans le même domaine. Et en fait, la personne va tout simplement répartir son engagement de manière subjective, bien sûr, à travers les différents domaines. Il faut que la somme des pourcentages qu'il va appliquer donne 100%. Voilà. Ensuite, la deuxième partie, on va évaluer son niveau de satisfaction, finalement de bonheur, d'épanouissement dans chaque domaine, pour après arriver à identifier les ressources positives et négatives et mettre en place des pistes d'amélioration. Le but de tout ça, c'est de prendre du recul et de trouver des solutions pour finalement que son projet en soit le plus armé possible pour se lancer. Alors, si on prend un exemple de Lucie, judokate qui prépare les Jeux Olympiques, par exemple, on voit que les pourcentages à l'intérieur sont finalement son engagement, sa répartition d'énergie dans chaque domaine à un instant T, et que sur les contours du cercle va être en gros son taux de satisfaction. Alors, ça va être très important justement en analysant ce cercle de voir la différence entre les pourcentages qu'il y a à l'intérieur du cercle, l'engagement, et les pourcentages à l'extérieur du cercle, l'épanouissement par rapport à ce domaine. Si on prend le cas de Julie, par exemple, on peut se rendre compte que finalement, dans son investissement personnel, alors le personnel, on y met un petit peu à l'image du jardin secret, ses hobbies, ses passions, son hygiène de vie, ainsi de suite. On remarque que, par exemple, elle investit 15% de son énergie dans le domaine personnel et elle en ressort 65% de satisfaction. On voit donc que c'est plutôt positif. Pourquoi? Si la différence entre le pourcentage à l'intérieur du cercle versus le pourcentage d'épanouissement à l'extérieur du cercle est important, mieux c'est. Par contre, il va falloir faire attention, excusez-moi, lorsque le pourcentage à l'intérieur du cercle est supérieur à celui à l'extérieur. Je m'explique. Admettons, dans le cas de Lucie, si, admettons, on se retrouve dans son activité sportive à s'investir à 60% dans son sport et à sortir un taux de satisfaction de 20%, on va droit vers une démotivation au niveau de son projet. Alors, ça peut être dû à un instant T, un mauvais résultat sportif, un entraînement qui s'est mal passé, une incompréhension avec son entraîneur, une blessure, ou ainsi de suite. Par contre, si on reproduit cet exercice-là, par exemple, toutes les 2 semaines, et qu'arrivé au bout de 1 mois, 2 mois, ces pourcentages n'évoluent pas positivement dans le bon sens, on peut se diriger vers un arrêt définitif de carrière. Donc, c'est un petit peu un outil qui va nous permettre, dans un premier temps, par exemple, si l'entraîneur l'utilise avec son athlète, de pouvoir pointer du doigt des choses qui seraient à améliorer, et surtout d'avoir ça en alerte quelque part dans le coin de sa tête. En le refaisant 2 semaines après, si on voit que le pourcentage n'évolue pas, voire qu'il ne s'améliore pas, il va falloir peut-être prendre des dispositions, essayer de comprendre pourquoi l'athlète se retrouve dans telle situation. Quand on revient aussi également ici, on voit identifier les ressources positives et négatives. Donc ça, c'est un petit peu ce que j'ai fait en parlant des exemples avec la différence de pourcentage. Mettre en place des pistes d'amélioration. Alors, je vais vous prendre un autre exemple. J'ai travaillé avec un tennisman au Canada et son sport, il en ressortait, si je me rappelle de ces pourcentages précis, 65% sur le sportif. Et il avait un taux d'épanouissement de 30%. Donc, ça allait pas très bien pour lui. Il n'avait pas trop le moral dans son sport. Il était plutôt démotivé. Par contre, dans son côté personnel, il s'investissait seulement à 5% et il leur sortait un taux de satisfaction de 85%. Excusez-moi, pas personnel, social. Donc le social, c'est la relation avec la famille plus éloignée, les amis, les copains, les connaissances. Donc, on a identifié pourquoi ça fonctionnait aussi bien dans le côté social avec ce tennisman. Et en fait, dans son discours, ce qu'il en est ressorti, c'était assez simple. Il y avait 2 fois dans la semaine où il avait justement qui était réservé pour le social, qui étaient des créneaux, on va dire, bloqués, parce qu'il était extrêmement pris.
Et dans ces 2 fois, il y avait par exemple le samedi soir, qui était un jour réservé avec ses amis, où il savait que finalement, chaque semaine, il y aurait ce temps-là. On remarquait que dès le jeudi, cette qualité d'entraînement et de bien-être également s'améliorait parce qu'il avait dans un coin de sa tête que le samedi, il allait retrouver ses amis. Il se sentait en contrôle dans sa semaine par rapport à ce domaine-là et il se sentait organisé. Quand on a transféré ça au sport, on s'est rendu compte, par exemple, que cette sensation d'organisation, il n'arrivait pas à la mettre en place dans son sport. C'était dû à quoi? Tout simplement, il arrivait toujours 15 à 20 minutes en retard à l'entraînement parce qu'il avait finalement une coordination non efficiente entre son université et son sport, ce qui avait tendance à créer des frictions avec son entraîneur, une qualité d'entraînement sur le premier quart de l'entraînement plutôt négative. Et si l'entraîneur ou le tennisman était en plus dans un mauvais jour, ça se pouvait que l'entraînement se finisse courte et se finisse un petit peu plus tôt. Alors tout simplement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces 2 dimensions qui étaient importantes pour son bien-être, c'est-à-dire l'organisation et le sentiment de contrôle, et on les a transférées au milieu sportif. On a réorganisé son emploi du temps universitaire en faisant des demandes auprès de l'université pour arranger un petit peu en termes de cours, on a optimisé son circuit de transport et surtout on a facilité ce lien de communication entre l'entraîneur et l'entraîné pour qu'ils se comprennent. Parce que finalement, quand je travaille en préparation mentale, mon but est de beaucoup travailler aussi sur cette relation entraîneur-entraîné pour que les deux se comprennent bien et que tout le monde évolue dans un environnement d'optimisation de la performance, un environnement positif. On se rend compte finalement qu'il y a beaucoup à un certain moment de non-dits qu'il va falloir discuter, échanger justement pour qu'on aille vers cet environnement positif. Alors voici la première étape, donc ce fameux exercice de roue de la vie. Je vous invite à le faire peut-être après par exemple la séance, peut-être que vous l'avez même fait pendant que j'étais en train d'expliquer. 2 difficultés. La première difficulté, cette roue de la vie, c'est quelque chose de subjectif, c'est quelque chose de propre à vous. Tout le monde n'a pas la même définition d'un investissement d'énergie ou d'un niveau de satisfaction et tout le monde n'a pas la même exigence. C'est propre à vous. C'est d'ailleurs ce qui est important. J'ai déjà eu certaines questions par rapport à cet exercice de roue de la vie et pourquoi ça ne serait pas intéressant de recroiser ça avec des tests. C'est une très bonne chose. Toutefois, d'arriver à trouver des tests qui soient à peu près bien équilibrés et équivalents, qui vont juger de la même manière chaque domaine, il me semble que ça va être compliqué, ça va déséquilibrer justement cette roue de la vie. Alors, la question des tests, ça serait à creuser, par exemple. Mais donc, cette première difficulté, c'est cette subjectivité qui n'en est finalement pas une. La deuxième chose, quand vous allez essayer de la faire, vous n'allez pas la faire correctement du premier coup. Par exemple, quand vous allez faire votre répartition, vous allez peut-être vous rendre compte qu'en essayant, vous allez vous retrouver à 115%. Et il va falloir réajuster au fur et à mesure les pourcentages jusqu'à ce que vous trouviez un bon compromis par rapport à comment vous vous sentez en ce moment. Alors les pourcentages sur l'extérieur, c'est plus facile parce que finalement, c'est un pourcentage de 0 à 100% seulement pour un domaine. C'est plutôt pour l'intérieur qu'il va falloir peut-être faire ça en plusieurs essais. Si dans le cas pratique, vous n'avez pas par exemple de compas ou vous n'êtes pas très bon pour dessiner des ronds, comme moi, vous pouvez très bien le faire sous forme de tableau avec 2 colonnes. Donc vous mettez d'un côté finalement les différents domaines, ensuite une colonne engagement en énergie ou investissement en énergie et la colonne d'à côté épanouissement ou taux de satisfaction. Donc ça va vous donner les pourcentages et surtout calculer ensuite avec une 3e colonne la différence positive ou négative. Donc, je répète bien, si le pourcentage à l'intérieur est plus haut, là, on va être sur du moins quelque chose. Donc, ça va être un domaine à surveiller ou à travailler en trouvant des pistes d'amélioration. Si c'est positif, plus ça va l'être, plus ça va être un domaine fort. Et le but de tout cet exercice, c'est justement de contrer un cercle vicieux. Je vais vous prendre un exemple concret. Je vais pouvoir prendre des exemples dans le domaine du sport, mais aussi dans d'autres domaines. Un salarié d'entreprise qui a des problèmes au travail et que ces problèmes au travail prennent de plus en plus d'ampleur.
à un moment, peut-être que ces problèmes vont prendre tant d'ampleur que lorsqu'il va rentrer chez lui auprès de sa famille, il va ramener un petit peu les problèmes du travail. Il va être plus irritable, il va avoir moins de patience, préoccupé. Dans sa tête, finalement, il va avoir pas mal de pensées en lien avec du stress, sûrement, et d'autres émotions qui pourraient être négatives. Forcément, si ce taux de satisfaction par rapport à son taux d'engagement au travail est négatif et surtout sur du long terme, ça va se reporter sur les autres domaines de sa vie. C'est un élément, en fait, cette roue de la vie qui est un petit peu robotique. On va faire un scan de sa vie de manière finalement très froide, tout simplement pour avoir cette prise de recul. Vous avez tous, je pense, à un moment dans votre vie, connu une période qui vous a permis de prendre un espèce de recul forcé. Par exemple, notamment dans les voyages. Un voyage, par exemple, pour certaines personnes, ça peut être un contexte où on se dit « Oh, je sens que j'ai beaucoup donné dans mon travail en ce moment et peut-être que je me suis senti enfermé et je ne m'en suis pas rendu compte. » Ça peut être assez vicieux finalement. On ne s'en rend pas compte, on sait qu'il y a quelque chose qui cloche, mais on ne se prend pas le temps de se poser la question quoi et comment arranger la situation. Et de ce cercle-là, finalement, de le transformer en cercle vertueux. C'est-à-dire que de faire l'inverse, d'utiliser un domaine qui fonctionne bien pour influencer les autres, à l'image de mon exemple avec le jeune tennisman. Si vous avez des questions par rapport à cette première étape, n'hésitez pas à faire comme Quentin l'a indiqué, soit un message dans le chat que je ne vois pas, soit tout simplement vous levez la main et Quentin m'interpellera pour que vous puissiez me poser des questions par rapport à cette étape 1. N'hésitez pas, ça me fera plaisir de me sentir moins seul devant mon écran d'ordi sans vous voir. A priori, pas de questions immédiates. Hein, si c'est le cas, n'hésitez pas. Voilà, ça pourra être plus tard. Il n'y a pas de... Et puis on peut aussi, au cours d'une étape, introduire et faire un focus sans souci. Alors, l'étape 2. Vous avez fait votre scan, cette petite prise de recul, il s'en est dégagé sûrement une analyse des choses. Alors, par exemple, quand vous le faites avec l'un de vos sportifs ou pour vous-même ou n'importe quel contexte, parce que ça fonctionne dans n'importe quel contexte, cette roue de la vie, finalement, il va y avoir un entretien qui va avoir lieu après cette roue-là. Cet entretien peut durer 20 minutes à 1 heure et il va falloir faire attention à surtout pas vous-même interpréter les choses, mais de laisser finalement l'explication venir de la personne en lui posant des questions. Donc, finalement, en étant beaucoup sous la forme interrogative dans l'entretien. Et surtout pas affirmative, parce que cette personne-là, bon, ça se peut que dans certains cas, vous la connaissiez bien, mais dans d'autres cas, vous la connaissez peut-être assez peu. Donc, vraiment d'être toujours sous la forme interrogative, de peut-être faire des suppositions, mais d'en faire peut-être plusieurs, avec l'ouverture vers une supposition qui n'a pas été énoncée pour le guider, mais de surtout laisser ce côté à l'affirmatif, tiens, si ton domaine il est comme ça, c'est que c'est comme ça. Tout le monde est différent. Finalement, il va falloir laisser la personne pouvoir avoir ses propres réponses. Si vous voyez qu'il y a plutôt un blanc, c'est déjà quelqu'un qui est plutôt timide, qui a du mal à s'ouvrir, je pense que la technique des différentes suppositions, différentes interprétations possibles, et en plus une interprétation qui pourrait, enfin une supposition qui pourrait être vraiment ouverte, ou qu'en penses-tu, voici ce que je ressens par rapport à ça, est-ce que tu es d'accord avec ça, pourrait permettre d'engager la conversation si vous voyez que ça est compliqué. L'étape 2. Je sais ce que je veux faire. Donc, finalement, vous savez un peu les armes que vous avez dans votre vie, ce qui fonctionne, ce qui a amélioré. Maintenant, vous allez établir ce qu'on appelle un vision board. Alors, ce vision board-là, c'est un petit atelier finalement d'art plastique, plutôt créatif. C'est très sympa à faire. Et en fait, l'objectif du vision board, c'est vraiment de booster en quelque sorte la motivation, l'envie de rester dans l'action par rapport à son projet, surtout la satisfaction d'aller vers
un projet qui nous anime. Alors, ce vision board-là, il peut être fait de manière individuelle ou de manière collective. Collective, ça peut être une équipe sportive, ça peut être un club, une identité de club, ça peut être aussi pour un comité régional, par exemple, ça peut être pour une entreprise, ça peut être pour une équipe, un restaurant, enfin, c'est très très large. Ce but, en fait, du vision board, c'est à long terme, vers quoi on veut tendre. C'est quoi les valeurs, par exemple, de notre organisme? Et en fait, de rassembler de manière commune, si on prend pour l'aspect collectif, des choses qui vont être en lien avec les valeurs de l'entreprise, du club, du sport, pour que tous les gens, finalement, y adhèrent et se réunissent autour d'un projet commun. Alors, c'est un bon exercice pour de la cohésion d'équipe, par exemple. J'ai fait notamment avec plusieurs équipes dans différents sports la création d'un vision board qui apparaissait dans les vestiaires. Donc à domicile, finalement, quand ils faisaient leur match, qu'ils jouaient à domicile, l'équipe ou à l'entraînement, à chaque fois qu'ils se retrouvaient dans le vision board, ils l'avaient finalement affiché. Alors, on indique dans le vision board ce qu'on souhaite accomplir. Donc ça pourrait être donc un projet sportif, un projet professionnel, un projet scolaire, n'importe quel projet. Il peut y avoir plusieurs projets. On essaye de se projeter sur une saison, voire plus. Ça peut être par exemple une projection sur 5 ans. Et on va ce vision board là, donc il n'y a vraiment pas de limite, mais c'est quelques exemples. On va y mettre des images, des citations plutôt motivantes, des symboles qui vont avoir du sens par rapport au projet. Ça pourrait être des objets, des photos, des souvenirs, enfin, c'est très très large. Il n'y a aucune limite à votre créativité. Mais la règle vraiment importante, c'est que ça soit un tableau finalement de motivation. Donc, il faut que ça soit en lien avec ça. Alors, ce vision board, il peut avoir plusieurs formats. Il peut être de format numérique. On pourrait très bien l'imaginer, par exemple, dans un fond d'écran d'ordinateur. Il pourrait aller sur un tableau, sur un mur, ou ainsi de suite. Le but, c'est quand même qu'il soit assez facile d'accès. Si vous mettez ce vision board-là dans un livre caché au fin fond d'une bibliothèque que vous n'allez jamais rouvrir, ce n'est pas le but. Le but, c'est vraiment que ça soit un support ressource qui vous permette d'y être assez confronté enfin, souvent, et que surtout quand vous avez des obstacles sur la création de votre projet, de votre parcours, que vous puissiez vous ressourcer par rapport à ce vision board, que vous sachiez qu'est-ce qu'il y a à atteindre et la beauté de votre projet. Donc le vision board, c'est plus intéressant qu'il soit bien construit, beau, qui donne envie à concrétiser ce projet-là. Pour le vision board, bien sûr. Adrien ? Oui. Alors, est-ce que je peux me permettre de te couper? On a une petite question, ça permettra de... Oui, bien sûr. Alors, une question de Valérie qui nous demande, bonjour Adrien, si l'on souhaite utiliser la roue de la vie avec des jeunes, comment les mener à fixer un pourcentage de satisfaction plutôt qu'un autre? Quels critères pour choisir 50, 40% ou autre? Ah, super. Alors, c'est une super bonne question. Merci Valérie de l'avoir posée, parce qu'effectivement, ces outils-là, selon l'âge, si c'est des enfants, des adolescents ou des adultes, on va pouvoir le décliner pour l'adapter, que ça soit plus facile à comprendre. Effectivement, en préparation mentale, je ne l'ai peut-être pas indiqué pendant ma présentation, mais j'ai travaillé beaucoup aussi avec des enfants. La préparation mentale, c'est surtout pas réservé au haut niveau, bien au contraire, les enfants à 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils sont plutôt très bons en préparation mentale par rapport notamment à leur capacité de visualisation et d'imagination. On va y revenir tout à l'heure. Alors Valérie, comme je l'ai indiqué, c'est vrai qu'il y a une part de subjectif. Et pour un enfant, déjà un pourcentage, c'est quoi un pourcentage? Voilà. Alors on pourrait très bien fonctionner avec un code couleur. Vert, ça va très très bien, jaune, orange, rouge, et donc selon le code couleur que l'enfant va utiliser, on va savoir dans quelle zone il se trouve. Ça pourrait être aussi une échelle de 0 à 10, où 0 c'est je me sens pas du tout bien, par exemple, pas du tout épanoui, pas heureux dans ce domaine-là, et 10, je suis extrêmement heureux, parfaitement heureux.
on pourrait imaginer en fait n'importe quel type d'échelle qui va pouvoir finalement avoir le même but, le même résultat, c'est-à-dire d'avoir une idée de comment ça fonctionne dans chaque domaine. Donc, et vraiment, ne pas hésiter vous-même à être créatif, il n'y a pas de règles précises là-dessus, et d'utiliser par rapport au public concerné des choses qu'ils vont comprendre. Ça pourrait être par exemple des petits bonhommes, un bonhomme sourire, un bonhomme moyen, un bonhomme pas content, sous forme par exemple de smiley. Il n'y a vraiment pas de limite. Merci Valérie pour avoir posé la question, parce que c'est vrai que cette notion de pourcentage, déjà pour un adulte, l'exercice n'est pas si simple que ça de réussir du premier coup. Alors imaginons pour un enfant, ils vont vous regarder avec des gros yeux et dire qu'est-ce qu'il nous demande ce monsieur-là, ou mon entraîneur, ou mes parents. D'ailleurs, par exemple, si vous êtes parent, c'est un exercice et que il y a une difficulté de communication, par exemple, avec votre enfant ou adolescent, ça peut être un très bon moyen détourné de savoir comment ça va dans sa vie. Alors, vous le présentez comme, je ne connais pas nécessairement la relation que vous pouvez entretenir avec vos enfants, mais vous le présentez de la meilleure façon pour que votre enfant s'y prête. Vous pouvez le faire sous forme de jeu de famille, par exemple, que tout le monde le fasse en même temps, et puis un soir, par exemple, pendant un repas de famille, ça pourrait être un atelier intéressant, mais c'est un bon moyen de délier les langues. Pourquoi finalement tu travailles beaucoup à l'école, mais tu n'es pas heureux, qu'est-ce qui se passe? Et c'est vraiment, je l'ai déjà fait en famille, et c'est incroyable comment on va sur des sujets finalement en profondeur, mais en partant de quelque chose de très simple. Donc vous pouvez le faire sous forme de jeu ludique. Ça pourrait aussi être, pourquoi pas, par petits groupes d'enfants, d'adolescents en club. Après, il ne faut pas rentrer sur du trop personnel intime, mais ça va être à la personne finalement de livrer ce qu'elle aura envie de livrer ce jour-là. J'espère avoir bien répondu à ta question, Valérie. Merci Adrien. Du coup, on a deux autres petites questions qui sont un petit peu liées, donc je les pose en même temps. Une de Laurence qui nous dit, qui nous fait part qu'il est souvent plus difficile d'aider une personne que l'on connaît bien, le recul est compliqué. Donc elle t'interroge sur comment s'y prendre pour aborder la préparation mentale en restant relativement objectif. Et puis Stéphane du comité départemental handisport de l'Eure, dans le même ordre d'idée, comment faire si la personne ne verbalise pas? Donc, alors, la première question, je ne me rappelle plus le prénom. Laurence. Laurence. Alors, Stéphane. pour la question de Laurence, effectivement, et pour presque tout type tout type de métier en lien, surtout avec la psychologie, c'est beaucoup plus difficile quand on connaît de manière très, très proche la personne. Par exemple, moi-même qui suis préparateur mental et qui travaille avec un certain nombre de sportifs et qui commence à avoir accumulé une grosse expérience, je ne fais pas de la préparation mentale à ma famille, ou j'en fais de manière détournée sans dire que ça va être de la préparation mentale. Pourquoi? Parce qu'ils ont du mal à recevoir des conseils tout simplement que je pourrais dispenser. Alors effectivement, ça, si la relation que vous entretenez avec la personne qui est proche, vous sentez que ça peut être vite donneuse ou donneur de bonnes leçons, et que vous allez rentrer dans ce schéma-là, il va falloir trouver l'angle finalement en le partageant, pourquoi pas l'exercice avec, c'est-à-dire que chacun va le faire, mais ça va dépendre du contexte, mais c'est vrai que ça peut être un petit peu compliqué. Après, il y a beaucoup d'outils en préparation mentale qui sont tout à fait faisables. Par exemple, quand on fait de la visualisation d'une activité sportive, finalement, ça se fait assez bien, peu importe si on connaît très bien la personne ou pas, parce qu'on va travailler sur une tâche sportive en faisant imaginer quelque chose, une situation à quelqu'un, un geste, ainsi de suite. On y reviendra un petit peu plus tard. Donc, de manière globale, la préparation mentale, il va y avoir des outils plutôt faciles à mettre en place. Et je dirais en fait les outils qui vont avoir un petit peu en lien avec faire parler l'individu pour apprendre un petit peu à avoir des informations et apprendre à mieux le connaître. C'est vrai que ça peut poser des difficultés. Je vais donner deux exemples. Le premier exemple, c'est un entraîneur qui veut se former en préparation mentale. Je l'invite
fortement à le faire parce qu'il va avoir plein d'outils pour aider ces sportifs dans certaines situations, notamment de stress, gestion des émotions, création de routines efficaces et de performance, ainsi de suite. Mais sur une certaine partie, le sportif va pas pouvoir non plus tout confier par rapport au rôle même que l'entraîneur a. Alors ça dépend bien sûr des relations, il ne faut pas généraliser, mais il y aura peut-être une certaine gêne, une certaine limite qu'une personne finalement externe, comme par exemple un préparateur mental indépendant, va pouvoir justement entretenir permettre à l'athlète de se sentir dans un terrain neutre. On va dire ça de cette manière-là. Voilà. Donc, voilà, il faut en fait dans votre relation savoir où est-ce que vous pouvez aller et où est-ce que ça ne sera pas optimal, tout simplement. Pour la seconde question, et encore une fois, je suis désolé, je ne me rappelle pas le prénom, c'est en lien avec l'handisport. Stéphane. Stéphane, excuse-moi. Donc, pour la question par rapport à l'handisport, s'il y a des difficultés de compréhension, ça peut déjà valoir le coup de voir à l'écrit ce que ça donne. C'est-à-dire que si verbalement la personne a du mal à poser ses mots, est plutôt quelqu'un de timide, voire très introverti, il se peut que déjà dans les communications à l'écrit, ça passe mieux. Si, pareil, c'est plutôt difficile, il faut essayer de peut-être voir ça sous forme de jeu, en utilisant des objets, par exemple, qui seraient en lien avec l'exercice. Donc, si on prend par exemple la roue de la vie, on pourrait très bien imaginer, alors je ne sais pas l'âge, on va dire que c'est pareil encore une fois pour plutôt un jeune, de faire une roue de la vie sur un tableau et tout simplement de coller des gommettes. Par exemple, on ne met pas de pourcentage, bien évidemment, mais que l'enfant ou l'adolescent choisisse des gommettes ou autres qui va correspondre à son âge et qu'il puisse s'exprimer simplement en faisant le mouvement de choisir quelque chose sur une table et de le coller sur un tableau. Et que tout doucement, sans brusquer, en essayant de trouver le bon angle qui va lui permettre la participation active, pas nécessairement orale, que progressivement, il y a un petit échange qui s'installe. Mais ça va être vraiment à vous. Moi, quand je fais un suivi en préparation mentale, que ce soit en équipe ou en individuel, je n'utilise jamais la même méthode. Je dois constamment m'adapter à la personne que j'ai en face de moi. Et donc, il va falloir être riche en solutions pour trouver la meilleure manière d'arriver à ce que vous souhaitez. Voilà. J'espère avoir en partie répondu aux questions. Alors, pour terminer avec l'étape 2, donc ce que je voulais terminer avec le vision board, c'est que bien sûr, le vision board, quand vous allez vous décider de vous y mettre sur une journée, on fait une activité de club où on va faire un grand vision board dans une salle du club, par exemple de la structure, qui va prendre tout un pan de mur. Bien sûr, ce vision board-là, il va venir se compléter aussi avec le temps. Vous ne pouvez pas avoir toutes les bonnes idées du premier coup, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, avec l'histoire du club qui va évoluer, les gens qui le composent, et ainsi de suite, forcément, il va y avoir des nouveaux éléments à intégrer. Donc, ce vision board, finalement, il est en constante évolution. En permanence, vous allez commencer avec une base que vous allez venir enrichir. Peut-être que certaines choses vont s'enlever parce que ça sera plus d'actualité et d'autres choses se rajouteront pour que ça corresponde toujours au projet du club, de la structure ou du sportif. Voilà. Pour le vision board, n'hésitez pas à me poser des questions. Vous pouvez sur Internet en trouver par exemple plein de modèles différents. C'est un outil qui est très utilisé, vraiment pas que dans le milieu du sport, dans le domaine de l'entreprise. Beaucoup de chefs d'entreprise utilisent le vision board justement pour créer une certaine cohésion, une synergie avec les salariés, que tout le monde sache garder le cap et aller dans la bonne direction par rapport à l'esprit que le chef d'entreprise veut dans son évolution. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport au vision board si vous en avez. Prenez votre temps. Le vision board a été... Oui. Adrien, ouais, on a, je pense, une question.
que je remette, pardon, excusez-moi, de Nathalie Valogne de l'UNSS. Jusqu'à combien de personnes pour faire un vision board? Une question pratico-pratique. Alors, c'est une très bonne question, Nathalie. Je vous dirais qu'il n'y a pas nécessairement de limite. Bon, on ne va pas partir sur 500 personnes, bien évidemment, mais ça va dépendre, je pense, de la qualité d'animation de la personne en charge. Si c'est une personne, ou qu'il y a plusieurs personnes d'ailleurs qui gèrent l'atelier, on pourrait imaginer, admettons, on va prendre 50 personnes. C'est beaucoup, 50 personnes. Peut-être qu'on pourrait, et que vous avez des éducateurs avec vous, on pourrait tout simplement imaginer de diviser ces 50 personnes en 5 groupes de 10, par exemple, et d'avoir que chaque groupe travaille sur un thème précis. Donc, on dresse des valeurs communes. Donc, l'équipe d'éducateurs dresse des valeurs communes par rapport au club ou au projet du club. Et ensuite, ces 10 personnes dans des sous-groupes vont travailler et détailler une valeur. Voilà. Et donc, en faisant comme ça, on va pouvoir avoir une richesse aussi importante et avoir surtout un contrôle plus facile sur la création de ce vision board-là. Donc, finalement, selon l'organisation que vous allez prendre, la manière dont vous allez le faire, vous pouvez travailler avec des très très gros groupes. Si par exemple vous voulez qu'il soit au début du processus, dès le début, ça pourrait tout simplement commencer au préalable, avant de commencer réellement l'atelier, que chacun écrive par exemple les 5 choses qui doivent être affichées dans le vision board. Sur une feuille, par exemple, sur un petit questionnaire, ainsi de suite. Et finalement, le soir même, vous ou certains entraîneurs du club vont faire des recroisements et les 5 choses qui vont ressortir le plus vont apparaître pour les thématiques de ce groupe. Voilà, par exemple. Donc, pas vraiment de limite, seulement une organisation qui va correspondre au nombre de personnes qui vont être concernées par la création de ce vision board, tout simplement. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question, Nathalie. Vous avez créé votre vision board. Enfin, premièrement, vous avez fait finalement un scan par rapport à vous-même de comment ça va et de aussi ressources positives, négatives. La roue de la vie, vous pouvez imaginer en équipe. C'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais simplement par rapport à des il faudra définir à l'avance ce que vous voulez juger entre l'épanouissement et l'engagement en énergie, le faire pour chaque personne qui compose l'équipe et ensuite faire une moyenne, en gros. Alors, pourquoi je le propose moi en équipe? Tout simplement parce qu'il y a des tests qui existent pour les équipes, pour savoir un petit peu la cohésion d'équipe, les objectifs d'une équipe et ainsi de suite, qui fonctionnent très très bien, donc c'est un petit peu moins pertinent, mais on pourrait l'imaginer adapté aussi à une équipe. Alors, le vision board a été réalisé. Maintenant, il va falloir tout simplement créer le chemin qui va me permettre de pouvoir concrétiser ce vision board. C'est quand même l'objectif. Donc, on va établir un plan d'action. Alors, voilà, vous savez, le fameux calendrier. Je vais vous partager. Alors là, c'est le mois de décembre, mais je ne sais pas si vous voyez. Ça, moi, c'est mon plan d'action. Voilà, j'ai un immense calendrier et qui finit bien noir et bien raturé à la fin du mois, qui me permet finalement déjà de rien oublier, de bien organiser en quelque sorte mon propre vision board. Donc il y a le calendrier, il peut y avoir plein de manières de faire, des post-it, ainsi de suite. Alors ce plan d'action, il va permettre de se remémorer correctement donc ses objectifs, de les ajuster si besoin, de mettre ses ambitions et donc son projet. Vous allez donc planifier les étapes pour y parvenir à travers de la fixation d'objectifs avec certaines règles très importantes à respecter. Un objectif pour soi n'est pas forcément positif. S'il est mal tourné, ça peut être extrêmement négatif. Ça peut faire tout l'effet inverse. On va aller voir ces règles dans la prochaine diapo. L'objectif, comme je l'ai énoncé, donc créer un chemin afin de concrétiser ces projets. Je vous ai mis une citation qui vient de L'Art de la guerre, un livre qui est plus que millénaire, où justement déjà, cette notion d'objectif, on voit qu'elle est omniprésente depuis la nuit des temps finalement. C'est un terme qui est extrêmement utilisé depuis la nuit des temps, d'où l'importance finalement d'avoir des objectifs conscients et bien construits. Alors pas tous, et surtout sur des choses qui sont importantes pour vous.
Il ne faut pas commencer à se mettre des objectifs à droite et à gauche en permanence, sinon vous allez avoir une charge mentale énorme. Donc le but, c'est plutôt de faire des créations d'objectifs par rapport vraiment à un projet qui vous tient à cœur. La fixation d'objectifs, donc les quelques règles à respecter, il y en a d'autres, il y a plein de méthodes. Il y a la méthode, par exemple, je suis sûr, parmi d'entre vous, que vous la connaissez, la méthode SMART, où chaque lettre du mot SMART, S-M-A-R-T, va définir une chose à respecter. Donc, par exemple, le S, ça va être spécifique, le M va être mesurable, A, atteignable, et ainsi de suite. Là, c'est plutôt des règles à respecter, de me lister de cette manière-là. On va, pour changer un petit peu la manière que je présente, on va faire quelque chose que j'adore faire, parce que c'est un petit peu le cadre de mon métier, je vais vous raconter une histoire. En fait, en préparation mentale, on raconte souvent des histoires un peu fantastiques et merveilleuses. Je raconte des histoires, l'expression. Alors, vous allez vous imaginer, vous n'avez pas besoin de fermer les yeux quand même pas, mais en fait pour illustrer ces règles à respecter, je vais vous donner une image. On va partir dans une petite visualisation, on va faire appel à votre imagination. Pourquoi je vous donne les deux, même si je sais que vous êtes des adultes et que vous allez comprendre tout à fait les objectifs à respecter, c'est lorsque vous allez l'expliquer à vos athlètes, à des groupes d'enfants ou à la limite de jeunes adolescents, bah, ça pourrait être intéressant que ça soit expliqué plutôt comme un conte, que de dire, bon, bah voilà, les objectifs, il faut que ça soit comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, c'est bon, vous avez compris, allez go. Pour marquer l'esprit d'un enfant ou d'un jeune sportif, mais même finalement pour les plus grands, parce qu'on est tous des grands enfants, finalement, d'y associer des images, ça sera plus pertinent et on va plus capter son attention. Alors, vous êtes en haut d'une falaise. Vous êtes en toute sécurité, bien sûr. Vous êtes en haut d'une falaise et vous voyez devant vous un immense paysage. Ce paysage est plutôt fantastique, merveilleux, à l'image des paysages que vous pourriez trouver dans les Walt Disney, par exemple. Et vous voyez au loin, à l'horizon de ce paysage, quelque chose, peut-être une bâtisse, vous n'êtes pas sûr, il y a du brouillard, c'est flou, vous ne savez pas si c'est beau, vous ne savez pas si ça vous donne envie d'y aller ou pas. On va dire que c'est un château. D'accord? Et ce château va correspondre finalement à votre objectif à long terme. Et cet objectif-là, comme vous le voyez dans le premier élément, il doit être précis. Donc ce château, il va falloir qu'il soit le plus beau possible, le plus magnifique possible. Il va falloir qu'il vous donne envie d'y aller. C'est-à-dire que lorsque vous allez être dans votre chemin, lorsque vous allez lever la tête, des moments souvent qui vont être difficiles parce qu'il va y en avoir, et ça c'est ce qui fera toute la beauté du chemin d'ailleurs, et de sa concrétisation, il va falloir vraiment que ce château nous donne envie. Alors ce château, vous y allez mettre tout ce que vous voulez pour le rendre le plus précis possible. Vous allez y mettre une belle toiture, peut-être des poignées en or, des arbres autour, un arc-en-ciel en arrière-plan, des petits oiseaux, tout ce que vous voulez pour que ce château soit le plus magnifique possible. Et ça, c'est votre projet. Une fois que votre château est bien défini, bien construit, bien solide, concret, et que c'est votre château à vous, qu'il est centré sur vous-même et pas sur d'autres personnes, c'est votre propre château personnel, et bien tout simplement, vous allez imaginer un chemin qui va être un chemin en lien avec un défi, un challenge. Si par exemple, vous avez un château et il est à 500 mètres de vous, c'est en ligne droite, en plus vous pouvez y aller en voiture, effectivement, vous allez arriver au château, mais est-ce que vous allez avoir un sentiment de satisfaction personnelle énorme par rapport à la concrétisation de ce projet? Pas vraiment. Okay, surtout pour un objectif à long terme. On est toujours sur l'objectif à long terme, sur la concrétisation du projet. Pour un objectif à court terme, bien évidemment, ça sera autre chose. Par contre, si vous voyez que vous, au-dessus de la falaise, imaginez devant vous, vous avez l'océan Atlantique, de l'autre bord, vous avez le château, mais vous ne savez pas nager, l'eau, elle est à 5 degrés, et il y a des requins et des crocodiles. Bon, en gros, finalement, ça va vous paraître impossible à réaliser comme objectif à long terme. Il va falloir trouver le compromis entre les deux.
Si je dois vous donner 2 curseurs, comme ça, objectif beaucoup trop facile, objectif impossible, il faudrait que finalement le curseur soit proche du difficile. C'est-à-dire que l'objectif doit être ambitieux. Ambitieux, mais toujours possible. Okay. Alors, ce chemin-là, il va falloir, quand vous l'imaginez, justement, peut-être qu'il va être un petit peu escarpé, peut-être qu'il va être des fois un petit peu en zigzag, il va y avoir peut-être déjà des petits obstacles, peut-être qu'il va y avoir une montagne à monter à un moment, mais quand vous allez vous rendre à la concrétisation de ce projet-là, vous allez vous rendre à ce beau château, vous allez être fier, vous allez être content finalement d'avoir accompli ce beau projet. Ce sont les 2 premiers points. Le 3e point, c'est vous fixer des objectifs progressifs. Imaginons encore une fois, toujours avec ce paysage, vous êtes en haut de votre falaise, vous voyez très très bien le château, il est super beau. Par contre, il n'y a pas de chemin, vous ne savez pas du tout comment vous y rendre. Donc effectivement, il est super beau, vous commencez à marcher dans sa direction, mais c'est ça, le paysage n'est pas droit. Alors des fois, vous ne le voyez plus parce que vous êtes peut-être voilà, derrière une colline où il y a des arbres, vous êtes dans une forêt et puis finalement vous n'apercevez plus le château. Peut-être que vous allez tourner toute votre vie dans cette forêt parce que vous êtes perdu. Et donc vous allez bien sûr arrêter votre projet. Il va falloir créer un chemin qui va mener à ce château. Et la meilleure manière de créer ce chemin-là, c'est d'imaginer par exemple avoir des avant-postes où à l'intérieur de ces avant-postes, il va y avoir des petits bonhommes qui vont vous dire, en gros, où est-ce que vous en êtes dans votre projet. Donc, admettons, je m'appelle Nicolas, j'ai un projet, j'ai un beau château devant moi, et je marche un petit peu, et là, proche de moi, je vois un objectif à court terme. Donc, le premier avant-poste. En arrivant à l'avant-poste, il y a plein de petits bonhommes qui sortent pour m'accueillir et qui me félicitent, qui sont très contents de me voir, ainsi de suite, et qui vont même me demander de regarder derrière moi pour regarder tout le parcours déjà que j'ai parcouru, et surtout qui vont m'indiquer que je suis sur le bon chemin pour aller à l'autre avant-poste qui va être peut-être un autre objectif à court terme, ou alors un objectif à moyen terme, si c'est dans l'objectif à moyen terme. Ces petits bonhommes sont vraiment là pour permettre que le projet soit réalisable. C'est important qu'on ait un retour d'information, surtout si c'est un projet d'1 an ou 2 ans. Il va falloir à un moment qu'on sache où on est rendu dans ce projet. Ces objectifs progressifs à court terme et moyen terme, je vais vous dire déjà plusieurs éléments. Objectif à court terme, on va dire sur un projet d'1 an, on est sur du 0 à 1 semaine, pas plus. Moyen terme, on va être sur au mois. Et donc l'objectif à long terme va être, on va dire, 1 an, une saison. Et donc il va y avoir finalement plein d'objectifs à court terme qui vont participer à un objectif à moyen terme, qui va participer au déroulement d'un autre objectif à court terme, qui va dévoiler un autre objectif à moyen terme, et ainsi de suite, pour atteindre finalement que l'ensemble des objectifs à moyen terme atteignent le long terme. Vous pouvez le mettre en place, par exemple, avec tout simplement des post-it. Post-it jaune pour les courts termes, post-it orange pour le moyen terme, post-it rouge ou violet pour le long terme. Tout simplement, vous allez écrire vos post-it sur les post-it jaunes les objectifs à court terme que vous devez accomplir cette semaine. Voilà. Et ensuite, à une autre semaine, il va y avoir d'autres objectifs à court terme, et vous avez dans le coin de votre tête que voilà, ça c'est votre premier objectif à moyen terme. C'est le niveau que vous devez atteindre. Quand vous obtenez un objectif, c'est-à-dire vous rendez un avant-poste, vous gardez absolument le post-it. On ne jette jamais un post-it de sa fixation d'objectif à la poubelle. Pourquoi? Parce que c'est votre outil le plus puissant lorsque ça ne va pas. Parce que ça ne va pas aller à un moment donné. Vous allez avoir des obstacles, vous allez voir sur le chemin, on va en parler, mais il va y avoir des péripéties parce que voilà, vous vous lancez dans une magnifique aventure. Ces post-it-là, en gros, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir voir tout le chemin parcouru en arrière et qui va vous montrer à quel point déjà vous avez été impliqué et que vous avez réussi des choses. Voilà. Quand ça ne va pas, vous êtes un peu déprimé, que vous êtes sur
la perception d'un échec, je précise bien le mot perception de l'échec, ça sera peut-être un autre sujet une autre fois, mais finalement, ces post-it-là vont dire « Ah oui, j'ai été capable d'accomplir tout ça. Je ne peux pas lâcher, je ne peux pas abandonner maintenant. » En plus de ça, vous avez un vision board. Donc, vous avez quelque chose qui, dans le passé, vous a construit, vous a rendu fort, confiance en vous et ainsi de suite. Et vous avez quelque chose dans le futur devant vous, à travers le vision board, qui va vous garder motivé. Pourquoi c'est important d'avoir autant d'éléments? Parce que finalement, quand on se lance une fixation d'objectifs, il y a un grand pourcentage de chances que vous n'alliez pas au bout s'il est mal construit. Par contre, s'il est bien construit, ce pourcentage-là va diminuer, enfin, ça dépend dans quel sens on parle, va s'améliorer si c'est pour la réussite du projet. Bon, maintenant ces obstacles. Forcément, on va avec la ligne, alors non, on va en parler après. Écrire ses objectifs. Tout simplement, écrire son objectif, ça va être que par rapport à notre image, que ce château-là, on le dessine, on a tous les détails en tête, on sait comment il est, on dessine le chemin, on dessine les avant-postes, ainsi de suite. Et donc finalement, ce que ça veut traduire, c'est qu'il faut avoir écrit ses objectifs, surtout dès le départ. Pourquoi? Vous allez évoluer lors de votre projet, et peut-être que dans votre évolution, votre projet, lui, il va naturellement changer. Okay? Mais si vous ne savez pas d'où vous êtes parti, finalement, vous n'allez pas savoir si votre projet a évolué et surtout à quel niveau il a évolué. D'où l'importance de dire, par exemple, moi, mon objectif, c'est d'être qualifié au championnat de France élite, par exemple, là je pense pour un sport individuel, et donc pour me qualifier au championnat de France élite, il faut que je fasse à peu près ce temps-là, on va dire que c'est, je sais pas, l'athlétisme, à peu près ce temps-là, que j'ai tel temps de réaction, et là on va en gros détailler la performance, à quoi ça correspond d'être au championnat de France élite, donc une performance centrée sur soi, pas sur les autres, parce qu'on ne peut pas maîtriser les autres, par contre on peut maîtriser ce qu'on fait soi-même, et donc une fois qu'on va bien établir ces critères-là, on va savoir sur quoi on s'appuyer pour atteindre justement cet objectif des championnats de France élite. Fixez vos objectifs de manière positive. Si vous êtes en haut de votre falaise et que tout le paysage autour de vous vous fait peur, est noir, les arbres sont morts, le chemin est piégeux, le château il est un petit peu en ruine, vous n'allez pas avoir envie de le faire. Vous n'allez pas être dans les bonnes dispositions pour le faire. Alors, ça veut dire quoi? Si vous avez un sportif, ou athlète, ou salarié, ou n'importe quelle personne qui va dire « Moi, mon objectif cette saison, c'est de ne pas me blesser. » Voilà. Alors, quand vous avez quelqu'un qui vous dit un objectif sous forme de négation, il ne faut pas surtout lui dire que c'est mal, il faut comprendre pourquoi il l'a tourné à la négative. Pourquoi? Alors, par exemple, si c'est la chose avec la blessure, on pourrait très bien imaginer, demander comme question, pourquoi tu m'as dit que tu avais ton objectif par rapport au fait de ne pas te blesser? Là, il va dire sûrement parce que la saison dernière, j'ai eu telle blessure, et voilà, on m'a dit que ça allait prendre 2 semaines, et puis finalement, j'ai repris trop tôt, et puis ça a pris 2 mois, et puis on m'a dit de faire attention parce que ça n'avait pas été très bien réparé, ainsi de suite. Bref, il va y avoir un construit dans son passé qui a donné cette négation. Il va falloir comprendre cette négation et ensuite la faire évoluer pour lui donner confiance vers un objectif positif. Donc, bannir absolument le ne pas. Il faut que ce paysage devant vous il soit beau, malgré qu'il va y avoir bien sûr des obstacles. Il faut quand même que vous vous sentiez en confiance dans la réussite de ce projet, ça vous donne envie de le faire. Favoriser l'évaluation et la réévaluation. Là, on est directement sur les obstacles, la perception d'un échec, une perception de défaite, ou ainsi de suite. Pourquoi? Il va falloir toujours trouver sur son chemin, à un moment donné, des manières de soit passer en dessous, soit passer au-dessus, soit changer de chemin pour arriver à la même chose. Si, par exemple, dans votre chemin, vous vous blessez, et que vous êtes à l'arrêt 1 mois, forcément votre fixation d'objectif va changer parce que
Pendant ce mois-là, vous n'allez pas pouvoir vous entraîner comme avant. Je vous précise, comme avant, parce que vous allez pouvoir continuer à vous entraîner seulement de manière différente et qui sera peut-être justement très positive d'ailleurs pour vous. Donc, il va falloir être capable de justement trouver une manière pour que cet obstacle-là soit pas un frein, mais plutôt même le transformer en tremplin pour gagner peut-être du temps, trouver un raccourci pour arriver à son objectif à long terme. Alors, dire ouais, bah, c'est sûr, c'est très facile de dire ça, Adrien, sauf que bah, voilà, quand tu as sacrifié, là j'utilise exprès le mot sacrifier, un mot fort pour peut-être illustrer la pensée que certains pourraient avoir. Quand tu as sacrifié 2-3 ans de ta vie pour préparer par exemple une Olympiade et que finalement tu te blesses et que tu ne vas pas pouvoir aller aux Jeux Olympiques, bon, c'est sûr que l'évaluation, la réévaluation peut être compliquée. Effectivement, la personne va passer par des émotions négatives et en préparation mentale, on n'est pas là pour faire des robots, bien au contraire. On est là aussi pour respecter ces émotions négatives. C'est juste qu'il faut que ces émotions négatives, à un moment donné, elles puissent se transformer. Donc, il va y avoir la même phase, finalement, que la personne va passer avec, par rapport à l'échec, sauf qu'à un moment, elle va peut-être rebondir plus rapidement. C'est surtout ça où on veut. Je ne suis surtout pas dans l'ultra-positivisme, qui est une notion que je n'aime pas particulièrement parce que ça peut créer un sentiment énorme de culpabilité, de ne pas se sentir positif. Les émotions négatives sont propres à l'être humain, elles sont importantes. Par contre, il ne faut surtout pas aller dans un extrême, c'est-à-dire se laisser couler, avoir des arrêts de carrière, mais que finalement, 5 ans plus tard, vous allez nourrir des regrets d'avoir arrêté votre carrière. Enfin, tout ça, il va falloir savoir se reprendre en main au bon moment. On est un peu là-dessus. Voilà sur certains thèmes de la fixation d'objectifs. Il peut y en avoir d'autres. Ce sont des thèmes qui me paraissent importants. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette fixation d'objectifs? Non, on va laisser les gens éventuellement poser des questions sur ce thème-là. En attendant, il me semble qu'il y a une question d'Anthony tout à l'heure sur le vision board à laquelle on n'a pas répondu. C'est où trouver une bonne base de vision board. Éventuellement, je ne sais pas si tu as des références voilà, qui peuvent l'aiguiller. Alors, où trouver une bonne base de vision board? Alors, si on parle du support, je trouve qu'un mur, c'est bien. Moi, j'aime bien. Ou alors, vous prenez, par exemple, un immense carton, ou comment ça s'appelle? Non, c'est pas un carton. Où on met des pins, des punaises. Quentin, un tableau de liège, oui, un tableau de liège, c'est ça. On pourrait imaginer acheter un énorme tableau de liège et pouvoir justement, à l'aide de pins, pouvoir, à l'image qu'il y a sur l'écran, de pouvoir justement mettre des punaises dessus et pouvoir déplacer les différents éléments comme on veut. On peut même relier avec un petit fil pour avoir une certaine logique dans le sens qu'on veut donner et l'ordre qu'on veut donner, peut-être un ordre chronologique particulier. C'est-à-dire un vision board qui pourrait coller justement avec sa fixation d'objectifs, avec un certain chemin. Là, tu vas te rendre là, puis là, tu vas te rendre là, et ainsi de suite. Pas vraiment de support particulier parce que finalement, je demande énormément de faire travailler la créativité des gens. Plus vous allez vous approprier ce projet-là, plus il va être intime, plus il va être personnel à vous-même, à votre club, à votre structure, à votre comité, et plus il aura un effet fort. Si vous êtes en train de recopier le travail de quelqu'un d'autre, ça ne va pas être vous. Il faut que ça soit vous. S'il y a bien un élément important où il faut y mettre de votre cœur et vos valeurs et tout ce qui vous compose, c'est dans le vision board. Donc, essayez le moins possible de regarder à droite et à gauche et de toute façon, vous n'allez pas faire d'erreur. Alors, voilà, partez vraiment dans quelque chose de très personnel et vous allez voir, avec toute la créativité que vous avez, peut-être dans une semaine, vous allez avoir une autre idée et puis vous allez changer un peu la manière d'avoir mis en place, ainsi de suite. Voilà. Et Christian de l'UCEP et du CDOS donnait l'exemple d'un pêle-mêle. Je ne sais pas si tu veux rebondir dessus. Tout
Tout à fait, oui, ça pourrait être intéressant de partir sur l'idée d'un pêle-mêle. Alors après, un pêle-mêle, ça peut marcher avec, si c'est sur un travail individuel et que la personne, ça lui convient totalement, bah, l'important c'est que ça convienne à la personne. Si on est sur un travail d'équipe, il va falloir compléter ce pêle-mêle-là par d'autres supports pour que ça parle à tout le monde. Voilà. Mais finalement, il n'y a vraiment pas de règle sur ce qu'on peut faire avec le vision board. Il faut juste que ça parle à la personne. Ok. Il n'y a pas de questions supplémentaires, donc je pense qu'on peut enchaîner sur l'étape suivante. Très bien. Alors, vous avez fait votre chemin. Avec votre château, le paysage, et ainsi de suite, ben, on va faire un peu ce que je vous ai demandé. Vous allez visualiser maintenant votre projet. Votre projet, il est construit, ben, vous allez un peu l'écouter, vous allez un peu aussi anticiper les obstacles, d'être un peu plus dans un sentiment de contrôle. Alors, visualiser un projet, ça permet voilà, l'anticipation, la compréhension vraiment de est-ce qu'il fait du sens pour vous ce projet-là ou il y a un truc qui coince. C'est ultra important. La visualisation de projet, d'objectifs sportifs, objectifs scolaires, double projet, enfin tout ça, je le fais quasiment dans 100% des cas des suivis et souvent il y a des réajustements importants et finalement à travers la visualisation on augmente énormément nos chances de réussite du projet. Alors, on va en fait écrire son projet, par exemple, sous forme de feuille A4, par exemple. On va même, donc on va écrire, par exemple, les grandes lignes de notre projet jusqu'à la réussite finale du projet. On va, pourquoi pas, plastifier les feuilles A4 et on va, avec l'athlète ou l'équipe, les placer au sol à une certaine distance. Donc, ça sera à vous de juger par rapport à la grosseur qu'il peut y avoir de la distance entre les deux lignes, entre deux projets. Donc, on va dire que pour vous rendre à l'objectif à long terme, vous avez, dites les grandes lignes, vous avez en 10 étapes. En 10 étapes, vous arrivez à votre objectif à long terme. Donc, il va y avoir, c'est des objectifs qui sont progressifs. Vous allez, par exemple, dans un gymnase, admettons, ou dans votre espace d'entraînement, poser ces feuilles au sol. OK, et demander aux sportifs ou à l'équipe d'avancer et de se mettre au niveau. Donc, vous pouvez très bien faire un cercle autour de cette feuille-là. Et ça va être la première étape de la visualisation. Et là, chacun va pouvoir, alors c'est plus facile forcément quand on travaille avec un seul individu, mais ça marche bien en équipe aussi. Et vous allez tout simplement visualiser en anticipant, en vous projetant dans le futur, qu'est-ce qui va se passer à cette étape-là? Comment je vais devoir me comporter? Quels défis je vais avoir à relever pour réussir cet objectif qui est souvent la première étape, un objectif à court terme? Alors, certains vont peut-être être nourris de certaines peurs, incertitudes, doutes, d'autres raisons. Certains vont peut-être avoir des émotions plutôt réussies, d'autres positives, négatives, et ainsi de suite. Alors, si vous le faites en équipe, ça peut être intéressant, justement, après une visualisation. Donc, comment on fait une visualisation? Assez simple. Je vous le prends très pratico-pratique. Vous avez posé vos feuilles, vous avez délimité des grands cercles pour chaque feuille. Donc, quand ils se retrouvent dans l'intérieur du cercle, c'est la visualisation par rapport à la réussite de tel objectif. Et vous allez leur demander, par exemple, de s'asseoir, de fermer les yeux, de prendre du temps pour se concentrer sur leur respiration, fluide, calme, continue, et c'est vous en équipe qui allez guider la visualisation. C'est vous qui allez dire finalement, en gros, des éléments clés qui composent cet objectif-là. Donc si c'est la construction de, on va dire par rapport à une équipe, qu'on doit, pour le premier objectif, que finalement créer une certaine forme de synergie dans le groupe, de partage de valeurs et ainsi de suite, ça peut être tout simplement d'énumérer les valeurs qui doivent être partagées par l'équipe, peut-être visualiser une bonne entente, un moment de fête, de joie à l'entraînement, une bonne dynamique, tout ça, et avec l'ensemble du groupe. Et chacun, après, des sportifs qui composent l'équipe, va prendre le soin, en suivant votre voie, de visualiser les personnes qu'il veut à l'intérieur de cette visualisation, ainsi de suite. Okay.
Une fois que ça, vous avez passé assez de temps là-dessus, 5, 10, 15 minutes si vous avez beaucoup de choses à dire, vous pouvez très bien imaginer ensuite de faire un petit débriefing sur cette première étape avec vos sportifs et que chacun puisse exprimer de manière complètement ouverte qu'il a pu ressentir pendant cette visualisation. Moi, j'ai vu que parce que je sais que je serai à telle période de ma saison, que bah voilà, cette période-là, je me blesse souvent, ou j'ai du mal à gérer avec l'école parce que je sais que je suis en période d'examen et du coup, je suis moins présent et ainsi de suite. Et vous allez pouvoir créer un échange par rapport à des choses qui vont pouvoir arriver par la conversation et apporter des solutions. D'accord? Donc, si tu sais que tu vas être un peu un emploi du temps chargé à cette période-là, qu'est-ce que tu peux mettre en place avant la période? Peut-être une organisation, peut-être besoin d'aide, un besoin de soutien en demandant aux autres et en ne restant pas enfermé finalement dans cette période-là. Qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place finalement pour appréhender au mieux possible cette période-là? Deuxième chose, on est directement en lien avec la communication entraîneur-entraîné ou équipe et équipe de coach, où chacun va savoir un peu la réalité de l'autre. Les entraîneurs pourraient très bien se prêter également au jeu pour partager finalement leur vision du cheminement à l'équipe. Voilà. Donc, bien sûr, avec un individu, c'est beaucoup plus simple à mettre en place. Si on est sur des éléments qui peuvent être stressants, par exemple, pour arriver à un certain objectif à long terme, il va falloir par exemple passer par des compétitions qualificatives, qui va être un point névralgique. Si je la réussis, je peux accéder à mon objectif à long terme. Si je ne la réussis pas, mon objectif à long terme, il va falloir qu'il soit réajusté. Et ben, on pourrait très bien faire ce qu'on appelle des imageries de confiance, de calme, pour rassurer finalement le sportif qui a un certain stress dans cette visualisation et qui se voit pas réussir, qui se voit en échec, donc ce stress monte énormément, et ainsi de suite, en le faisant visualiser, par exemple, une réussite, tout simplement. L'imagerie technique, si par exemple il y a des éléments pour vous permettre de réussir à faire tel ou tel projet qui dépendent de la gestuelle, par exemple, bon, bah, ça pourrait être tout simplement d'imaginer techniquement un geste, l'acquisition d'un nouveau geste. L'imagerie de résolution positive, il y a un problème qui se pose à vous, bah, ça peut être tout simplement de vous y exposer pour apprendre justement à gérer ce stress mentalement et d'essayer de trouver un cheminement positif. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à la visualisation, n'hésitez pas. Je ne peux pas effectivement rentrer trop dans le vif du sujet parce que la visualisation, je pourrais vous en parler, déjà comment la faire, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais on va dire que si vous travaillez seulement avec une personne, les grandes étapes à respecter, c'est première chose, je vais la dire là, ce sera plus simple. Ouais, on va faire ça. Donc, étape 4, la visualisation, elle est faite. Je vais vous détailler un petit peu ce qu'il faut faire avant pour avoir une bonne visualisation et se donner le maximum de chance. Alors, l'étape 5, je me recentre sur moi. Alors, quand vous allez être dans votre projet, finalement dans le cheminement de votre projet, il va falloir prendre du temps d'apprendre à s'écouter et de voir qu'est-ce qu'on ressent, un peu à l'image de la roue de la vie, mais de manière différente, pour toujours finalement être en accord avec soi-même et surtout arrêter de fonctionner en mode automatique. On est très très fort pour ça. Justement, ça va être le bon moment pour être un peu plus au calme, aussi pour gérer son stress, gérer ses émotions, sur un moment bien ponctuel ou de manière générale par rapport à un projet. Donc, c'est-à-dire, en gros, sur le matin d'une compétition ou que ça soit dans la réalisation du projet en soi. Alors, on va parler là-dedans de l'instant présent. Le passé et le futur sont des éléments finalement qu'on ne peut plus, enfin pour le passé qu'on ne peut plus changer, finalement il est passé, et pour le futur c'est des éléments qu'on ne peut pas maîtriser à 100%. Alors que le présent, on va pouvoir agir dessus.
On va pouvoir agir dessus à l'aide d'outils. Par exemple, pour se recentrer sur soi et profiter à fond de l'instant présent, on peut utiliser des outils, par exemple, comme la méditation de pleine conscience, la respiration abdominale, tout simplement, la cohérence cardiaque, la respiration triangle, rectangle, carré, et ainsi de suite. C'est tous des exercices qui sont finalement en lien déjà avec de la respiration consciente. Quand on respire automatiquement, finalement. Mais là, on va justement transformer cette respiration automatique en respiration voulue, réfléchie, contrôlée, vraiment conscientisée. L'objectif, c'est d'avoir une certaine forme de lâcher prise, de s'accorder du temps pour soi, de mettre du sens dans ses idées, de pouvoir donc gérer vraiment son stress et ses émotions et d'écouter un peu ce qui se passe autour de vous. Alors, la respiration abdominale, c'est la base de tout. C'est tout simplement d'associer respiration consciente, donc vraiment de penser à son inspiration et son expiration, à des mouvements de l'abdomen. Voilà, on pose sa main sur le ventre et on va être très fluide dans son mouvement de ventre. Pendant l'inspiration, le ventre va gonfler. Pendant l'expiration, le ventre va creuser. Il faut essayer d'être fluide tant pour la respiration que pour l'élévation du ventre et l'abaissement. Ouais, on va dire ça comme ça. L'abaissement de l'abdomen. Il doit être fluide. Si c'est fait avec des blocages, il va falloir faire cet exercice un petit peu plus longtemps, le temps qu'on arrive à une certaine fluidité. Une pensée motivante le matin peut changer ta journée entière. Le but là-dedans, donc dans cet instant présent, des fois il y a des matins, surtout en ce moment, où on est dans des routines monotones, où vous savez comment votre journée va finalement se dérouler et qui ne vous tente pas vraiment parce qu'il n'y a pas de défi, il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas de mystère. Si on prend l'exemple de notre sportif de 19 ans qui suit ses cours d'université en ligne, qui est enfermé dans un studio de 18 mètres carrés, qui ne peut pas aller à l'entraînement, et que le mardi et le mercredi matin, par exemple, il sait qu'il a 4 heures de droit le mardi matin et 4 heures de gestion comptabilité le mercredi matin, il y a de grandes chances finalement qu'il n'ait pas envie de se lever parce que, par exemple, il n'aime pas ça. Il va falloir avoir un petit truc, un petit outil qui va vous permettre justement de vous aider, de vous accompagner dans la réalisation de cette journée. Donc ça peut être une phrase qui va être par exemple « je peux le faire », tout simplement, « je peux le faire ». Elle est l'associer à une émotion, ce qu'on appelle une technique d'ancrage. Comment s'installe une technique d'ancrage? Donc là, on est vraiment sur la préparation mentale un petit peu poussée. On va faire un triptyque entre une phrase, une image qui va donner une émotion. Donc, si vous prenez, par exemple, vous travaillez sur un ancrage pour la situation de la routine monotone, donc vous voulez justement le symbole de l'énergie, pour vous, l'athlète, c'est le soleil, par exemple. La phrase, c'est « je peux le faire », et l'émotion que vous voulez, c'est plutôt une émotion en lien avec dynamique. Ok, tout simplement, vous pouvez très bien lui remémorer en visualisation une période de sa vie où il était ultra positif, ultra bien dans sa tête, il était hyper motivé, il avait envie en gros excusez-moi l'expression, de tout arracher, hein, c'est pour vraiment donner un discours qui va être propre à l'athlète. Et ensuite, à certains moments dans votre visuel, il va vous la décrire énormément, ce souvenir-là. Vous allez prendre en note des mots-clés, et quand vous allez faire cette visualisation, tout simplement, à un moment donné, vous allez lui demander de faire un geste avec la phrase. Donc le geste, ça peut être de pincer les doigts, ça peut être n'importe quoi que vous allez décider avant, mais à un moment, vous allez dire, vous allez lui dire dans la visualisation, tu vas te dire la phrase et tu vas faire le geste. Donc, je peux le faire. Là, il va se dire, je peux le faire. Il fait le geste. Ensuite, dès que vous reprenez votre visualisation du souvenir positif, qui va être en lien avec l'émotion, vous lui faites lâcher le geste. Donc, vous lui donnez les consignes avant. Cette technique d'ancrage, c'est quelque chose qui est très utilisé, par exemple, en politique, au cinéma, dans le sport, bien évidemment, plus le sport de haut niveau, où finalement, un acteur, pour avoir
des larmes comme ça, si on arrive à faire cet ancrage-là par rapport à une émotion de tristesse, les larmes vont arriver. Il faut se dire que quelque part, le cerveau est très manipulable, influençable, à l'image de tous les conditionnements qu'on peut voir dans l'histoire, par exemple. Et répéter un geste lié à une certaine émotion, on va y avoir justement ce qu'on pourrait dire les conséquences physiologiques. Voilà. Deux hommes politiques qui parlent pour la présidence et qu'il y en a un qui va lui poser une question qui le met en difficulté et que donc lui doit avoir un contrôle de soi et de ses émotions, et ben il va simplement faire peut-être sa technique d'ancrage, automatiquement d'ailleurs, qui va venir avoir plutôt une émotion de calme. Est-ce qu'il y a des questions ? Question particulière. Tout à l'heure, Stéphane faisait référence à l'utilisation de petits bambous, donc je ne sais pas si... Oui, effectivement. Là, par exemple, dans les applications gratuites, on va expliquer légèrement la cohérence cardiaque. Cardia, Respirolax, Petit Bambou sont des applications qui sont très intéressantes sur ce point-là. Je vais vous demander une interruption de 3 minutes, Quentin. Ok. Ouais. Si tu veux parler ou présenter autre chose en attendant, et je reviens tout de suite. Merci. Juste, je vais profiter de cette courte interruption pour repréciser à ceux qui n'étaient pas encore arrivés au début, quand Patrick a pris la parole, le 15 décembre, si vous voulez noter déjà dans vos agendas, pour ceux que ça peut intéresser, on met en place donc le deuxième module, j'ai envie de dire, de ce cycle de visio, et ce sera une intervention plus axée sur la préparation physique des sportifs, et notamment en sortie de confinement, avec la gestion, notamment la prévention des blessures. Et Julien Alvarez, coach sportif et préparateur physique sur la place de Caen, interviendra avec nous. Donc ce sera le mardi 15 décembre à 15h30. Donc voilà, pour ceux que ça peut intéresser. Et puis on en aura une autre tout début janvier sur plus des aspects de nutrition et diététique. Ça collera parfaitement avec la sortie des fêtes, au-delà de la plaisanterie. Le troisième module sera sur la nutrition diététique pour les sportifs. Donc on essaiera de respecter ce cycle des mardis après-midi, en espérant que ça convienne à un grand nombre. Voilà. Donc oui, Stéphane, ce sont les 3 modules qui seront présentés avec celui d'aujourd'hui. Merci Anthony pour la remarque. Si vous... Donc là, d'un point de vue pratique, on est sur l'étape 5, en sachant qu'il y en a 6, donc avec une dernière partie plus, il me semble, sur la gestion sortie de confinement. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les étapes déjà présentées, ou celles à venir au fur et à mesure, voilà, de manière assez libre. Et puis si vous voulez prendre la parole, n'hésitez pas. Je me permettrai juste de remettre dans le chat les coordonnées et d'Adrien, si Adrien, tu me permets. Non, pas de souci. Je disais que j'allais mettre éventuellement dans le chat tes coordonnées, si certains voulaient éventuellement te recontacter, soit pour mettre en place ici. Des choses en individuel ou avec leur structure, et puis éventuellement nos coordonnées à nous également si vous avez des questions. D'accord. Dans la dernière diapo, mes coordonnées sont écrites. D'accord, super. Mon email et mon numéro de téléphone. Ok. Alors, excusez-moi pour cette interruption. Je vais reprendre seulement au niveau de la visualisation. Pour vous donner une bonne image de la visualisation, déjà, tout le monde en fait. La visualisation, en gros, c'est de l'imagination. Les meilleurs là-dedans, et qui nous battent à plat de couture, c'est les enfants. Je ne sais pas si vous avez des enfants de bas âge autour de vous. Vous avez juste à les observer pendant 5 minutes quand ils sont en train de jouer. Et là, vous dites, effectivement, il me bat à plat de couture, il imagine un truc incroyable autour de lui.
Je voyais mon neveu qui a 3 ans la dernière fois, il prenait un stylo qu'il avait transformé. Donc dans sa tête, lui, c'était un avion, il était en train de le faire voler je ne sais pas où, et puis il y avait des éléments incroyables, et puis il était parti super loin. Ils ont une capacité d'imagination et de visualisation incroyable. Ils sont, je vais même vous dire, je suis hypnothérapeute également, ils sont même en hypnose. C'est-à-dire que quand on va les appeler, s'ils sont en train de jouer et qu'ils sont dans une histoire incroyable, si vous les appelez, c'est pas qu'il ne veut pas vous répondre, c'est qu'il ne vous entend pas. Il va falloir prendre plusieurs rappels pour qu'il sorte de sa visualisation. C'est comme finalement un état d'hypnose. Donc, cette qualité de visualisation, on la perd avec le temps. Pourquoi ? Tout simplement par la vie, l'évolution de la vie. Quand on arrive à l'école, qu'est-ce que nous disent souvent les professeurs ? Sois pas dans la lune, ou concentre-toi. Quand on arrive pour faire le devoir, un petit peu la même chose. Quand on arrive sur le bord des terrains, il va falloir que tu concentres, et ainsi de suite. Et donc, on va la perdre pour avoir vraiment une attention, sur le moment même. Ensuite, en préparation mentale, on va essayer justement de retourner vers cette imagination, cette visualisation. Et certains, il y en a, ils l'ont perdu énormément. Ça devient très difficile de visualiser quelque chose pendant une période de 10 secondes, par exemple. Donc, on va passer, par exemple, par la méditation. La méditation, par exemple, de pleine conscience, pour vous en parler très succinctement, on pourrait imaginer un exercice simple où vous avez une bougie avec une flamme donc devant vous, vous demandez à la personne ou vous-même de regarder cette flamme-là et d'y prêter attention, sa couleur, ses mouvements, peut-être la mèche, la bougie en elle-même, et vous allez porter votre attention le plus possible au niveau de cette flamme. Dans une certaine position, plutôt assis, mais essayez d'être confortable. Vous allez pouvoir commencer par quelques exercices de respiration pour commencer à visualiser cette flamme. Et vous allez voir qu'à un moment, vous allez avoir des pensées, ce qu'on appelle des pensées parasites. Et le but de la méditation de pleine conscience, c'est surtout, alors si je reprends les termes de la méditation de pleine conscience, c'est d'accepter ces pensées sans les juger. Alors ça veut dire en gros que quand vous avez une pensée parasite, c'est-à-dire tiens, j'ai entendu le bruit de mon frigo ou quelqu'un qui a ouvert une porte ou ainsi de suite, c'est de tranquillement laisser passer cette pensée-là. Si vous voulez y penser, vous y attarder dessus, vous pouvez, et que lorsque votre esprit va le décider, de revenir à la bougie. Ce que je fais pour voir la capacité de concentration de quelqu'un, c'est assez simple. Je demande finalement, donc admettons, ses mains sont posées sur ses genoux, et donc le sportif, quand il est sur la bougie, il doit poser sur le genou, et quand il a une pensée parasite, il lève le doigt. Alors, quand ça commence, souvent, souvent la première séance, le doigt fait souvent ça. Enfin, pas aussi vite, mais ça joue beaucoup. Pourquoi ? Parce que il n'a pas l'habitude de se focaliser sur un élément pendant un certain temps, et du coup, il a souvent des pensées parasites, et puis souvent, il ne va pas être très à l'aise avec l'exercice, il va peut-être penser, mais qu'est-ce qu'il va penser voilà, c'est bizarre ce qui me fait faire, moi je m'en moque de la bougie, enfin bref. Et à un certain moment, le doigt va commencer à moins bouger, soit il va partir plus longtemps dans sa pensée parasite, soit il va rester vraiment, normalement, plus longtemps sur la bougie en elle-même. Ensuite, la méditation de pleine conscience peut évoluer avec vraiment un centrage sur soi, donc plus un objet visuel, mais vraiment à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de son corps et de l'environnement qu'il y a autour de vous. Donc ça peut se faire les yeux ouverts ou les yeux fermés, plus facile, et ça peut être tout simplement passer à travers la respiration. Quel est le chemin que va faire la respiration à l'intérieur de moi, et ainsi de suite. On travaille finalement la relaxation, bien évidemment, mais surtout la concentration. Et si vous avez un sportif qui est incapable de visualiser, par exemple, la méditation, c'est un très bon moyen pour développer sa capacité de visualisation. Voilà. Donc, la visualisation maintenant, en 3 étapes. Comment je fais visualiser très succinctement un sportif ? Endroit calme pour commencer, surtout si c'est la première fois. Endroit calme, position confortable. Il émet précisément son intention, donc dans quoi vous partez faire une visualisation. Je fais cette visualisation parce que je veux corriger tel geste sportif. Voilà. Ensuite,
une fois que c'est bien émis, cette intention, vous allez partir dans un petit exercice de respiration, un des outils. Ça peut être une respiration ou la cohérence cardiaque qu'on va voir tout à l'heure. Ensuite, on va pouvoir mettre une image de détente ou directement la visualisation. Pourquoi je dis ou? Parce que si c'est un élément qui vous stresse énormément, il va falloir un coup d'aspirateur. Donc, vous avez un sportif qui est extrêmement stressé par rapport à une chose. Si vous lui demandez de visualiser tout de suite qu'il réussisse cette chose, bah, vous inquiétez pas, il ne va pas du tout la réussir parce que la chose stressante va revenir au galop. Ça va être trop de pensées parasites, il n'arrivera pas à rentrer correctement dans sa visualisation et vous n'allez pas avoir l'effet escompté. Donc là, on parle vraiment de stress négatif. C'est encore stress positif, stress négatif, on verra ça une autre fois. Mais en gros, si vous êtes dans une situation où votre sportif a un stress négatif, vous devez passer des coups d'aspirateur mental. C'est-à-dire imaginer son cerveau avec plein d'idées noires, avec plein d'électrons qui s'entrechoquent, c'est un peu le gros bazar là-haut. Du coup, il a plein en plus de symptômes physiologiques, il baille, il a les mains moites, il a un nœud dans le ventre, et ainsi de suite. Bref, premier coup d'aspirateur, la respiration, qui va déjà physiologiquement le détendre, qui va aussi décentrer sa concentration sur l'élément qui le stresse à sa respiration. Si je vous explique ce que c'est une respiration carrée, par exemple, une respiration carrée, c'est 5 secondes inspi, 5 secondes blocage, 5 secondes expi, 5 secondes blocage, et ainsi de suite. Un peu à l'image de Petit Bambou ou Cardia, où on peut faire des respirations comme ça. Une fois ça, on va faire une image de détente. Deuxième coup d'aspirateur. L'image de détente, c'est par exemple soit un souvenir réel, soit une image fictive d'un endroit où il y a beaucoup de calme, de confiance, de sérénité. Donc ça pourrait être par exemple un souvenir de vacances et on va le détailler sous le VACOG. VACOG, c'est les 5 sens: visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Okay. Pourquoi replonger le plus possible dans les 5 sens pour que le cerveau sécrète les hormones en lien avec le souvenir. Plus vous allez l'immerger dedans, plus le cerveau, par exemple, va pouvoir sécréter de la noradrénaline, par exemple, qui est une hormone qui va venir lutter directement, par exemple, contre le cortisol, qui est, lui, l'hormone du stress. En passant ces 2 coups d'aspirateur-là, là, vous pouvez faire la visualisation d'exposition au stress, par exemple, si c'est la peur de l'échec, par exemple, entre guillemets, je précise bien entre guillemets, voilà, ça va être de trouver de la résolution de problème par rapport à l'échec, mais il va être dans les bonnes conditions parce que vous allez avoir fait une transition avant. Et vous n'avez pas passé tout de suite de tu penses A, paf, tu dois penser B. Il y a eu une transition qui va permettre de l'accompagner là-dedans. Voilà pour la visualisation, un petit peu les étapes. Donc, par exemple, un des outils qui permet de passer le premier coup d'aspi, ou tout simplement d'avoir un petit peu de bien-être, c'est la cohérence cardiaque. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous connaissent cette technique. Ce n'est pas une technique secrète. Justement, il y a plein d'applications gratuites sur smartphone ou sur Apple qui existent. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est justement tout le but de vous donner cet outil gratuit. Alors, je vais plutôt vous l'indiquer de comment le vendre à, par exemple, des adolescents. Parce que ça, vous allez faire cet atelier-là avec votre groupe d'adolescents, vous pouvez être sûr que personne ne va le faire. Alors voilà, il faudrait faire cette méthode 365, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Voilà, ça c'est le déroulé. Vous avez telle application, faites-le 3 fois par jour. Personne ne va le faire 3 fois par jour. Ou alors, si, peut-être, il y a toujours dans un groupe 1 ou 2 ou 3 éléments qui vont respecter un petit peu au pied de la lettre tout ce que vous allez dire. Alors, il faut le vendre de cette manière-là. Lorsque vous allez vous retrouver dans une situation où vous vous sentirez stressé, n'oubliez pas qu'à partir de maintenant, vous allez avoir un outil que vous pourrez utiliser quand vous le souhaitez, au moment où vous le souhaitez, à la fréquence que vous le souhaitez, pour vous permettre de vous relaxer un petit peu. Vendu comme ça, en gros, outil gratuit, je suis stressé, tiens, je peux utiliser ça si jamais pour m'aider. Ça va permettre que, par exemple, si je prends l'adolescent, qu'il y trouve plus son compte. Il va être plus dans un rôle de consommateur. Donc, tiens, je me sens comme ça, paf, je me rappelle, c'est vrai, j'ai cet outil-là.
ça marche pas. Si ça marche, il va avoir tendance à le reproduire de plus en plus. Et peut-être qu'un jour, il le fera 1 fois par jour. Puis peut-être 2, peut-être 3. Mais vous avez plus de chances de toucher un plus grand nombre de personnes. Alors, pas 100%, mais un plus grand nombre. Sinon, si on est vraiment perfectionniste, 3 fois par jour, 6 respirations par minute pendant 5 minutes. Le protocole est en dessous. La cohérence cardiaque, c'est de synchroniser finalement son cardiovasculaire à son système respiratoire. Si vous avez des téléphones récents, vous mettez votre doigt index sur l'objectif de votre téléphone, l'objectif photo de votre téléphone, ça va prendre vos pulsations cardiaques et vous allez avoir un schéma, enfin un diagramme, qui va vous montrer à quel moment vous êtes rentré en cohérence cardiaque. Le but de la cohérence cardiaque, c'est d'éliminer le cortisol du corps, donc c'est-à-dire l'hormone que le stress génère. Quand on est stressé, on va générer du cortisol, qui va créer justement toute une réaction en chaîne de conséquences physiologiques sur le corps, et que si elles sont négatives, qui va venir justement freiner la performance sportive. Si 5-5, c'est trop difficile pour vous, vous pouvez faire 4-4. Si c'est trop court, vous pouvez faire 6-6. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, les applications, vous pouvez choisir vraiment les secondes que vous voulez finalement. Pourquoi donc 3 fois par jour? Quand on fait 5 minutes de cohérence cardiaque, vous baissez le cortisol dans le sang entre 4 à 6 heures selon les organismes. Ce n'est pas une technique de vente. Déjà, je n'ai rien à toucher de la cohérence cardiaque. Tous les outils sont gratuits. Il n'y a pas de lobbying de cohérence cardiaque. Ça n'existe pas. Tout est gratuit. C'est vraiment des études scientifiques. La cohérence cardiaque existe depuis un certain temps. C'est des études scientifiques avec des prises sanguines et ainsi de suite. Enfin, avec vraiment des études très sérieuses qui montrent que le cortisol chute énormément dans le corps et pendant une longue période. Donc, si vous le faites 3 fois par jour, en gros, et que vous avez plutôt une vie un peu stressante, tout simplement, vous venez jouer pendant toute la journée sur votre stress. Voilà. Donc, la cohérence cardiaque, premier coup d'aspirateur, voilà. Ça, c'est un outil que vous pourriez utiliser avant de faire une image de détente et ensuite une visualisation. S'il y a des questions, n'hésitez pas. On va bientôt finir. Alors, c'est ça, c'est l'étape 6 que ça n'a pas nécessairement rapport avec les 5 premières étapes par rapport au projet en tant que tel, mais je voulais en parler. Ça pourrait être se préparer au déconfinement, ça pourrait se préparer à reprendre son sport après une période d'inactivité, tout simplement, okay, dans le cadre de son projet. C'est-à-dire que vous avez un projet à la base, vous êtes confiné, donc admettons il y a un 3e confinement encore. Ou votre sportif a une blessure, ou il doit s'arrêter pour X raisons parce que, je ne sais pas, problème à l'école et puis les parents interdisent le sport, par exemple. X raisons qui pourraient arriver. Il va falloir déjà, on va plus parler du confinement parce que je pense que c'est vraiment important de continuer à en parler parce que c'est loin malheureusement d'être fini pour certains d'entre eux. Qu'est-ce qu'a créé le déconfinement? Au premier confinement, on a eu une privation de liberté très importante. On pouvait en gros presque plus sortir vraiment de chez soi. Et si on prend par exemple par rapport à nos jeunes, ils se sont retrouvés dans une situation où pour certains, ils passaient, on va dire, énormément d'heures, pas vous donner un chiffre précis, mais environ plus de 18 heures par jour dans leur lit, où ils ne faisaient plus rien. Et du jour au lendemain, on dit c'est bon, vous pouvez reprendre tout, vous pouvez reprendre votre sport, retourner à l'université, paf, pif, paf. Sauf que ce qui s'est passé entre-temps, c'est que le corps et l'esprit s'est habitué à une autre manière de vivre et qu'il y a eu un gros sentiment de stress dû à une perte de confiance en soi, dans ses capacités à pouvoir gérer son quotidien, gérer sa vie d'avant. Parce qu'il suffit d'assez peu finalement pour se créer de nouvelles routines et de nouvelles habitudes. Et donc, je travaille au centre sportif de Normandie. Si vous demandez au chef de la médecine du sport au CHU de Caen combien il y a eu de nombre de rendez-vous d'athlètes blessés après le premier confinement par semaine, on était à
à quasiment 100 rendez-vous par semaine. Ce qui est beaucoup plus que d'habitude. Normalement, on est plus dans les 15, 20 à peu près. Pourquoi? Parce qu'on a voulu faire déjà reprendre trop fort. Soit de la part de certains entraîneurs, soit directement les athlètes qui disent qu'il va falloir que je compense par rapport à l'arrêt. Il y en a certains, à cause du fait qu'ils n'arrivaient plus à faire certaines choses, bah, ils ne sont plus allés à l'entraînement directement, ils ont arrêté leur sport. Je ne sais pas si vous avez vu l'étude du Comité national olympique, j'arrive jamais à le prononcer, le SNOF. Bref, ils ont montré dans leur étude que pour 76% des clubs sportifs, ils avaient eu une chute de 24% de licenciés. C'est quand même assez important. Et moi, dans les sportifs avec lesquels je travaille, heureusement que je les rencontre au bon moment, parce que sinon, on pourrait aller vers d'échecs scolaires et un arrêt de leur sport. Et encore maintenant. J'exprime mes interrogations, un point extrêmement important. Si vous êtes entraîneur, que vous êtes sportif, que vous êtes un salarié, bref, ne pas hésiter à exprimer vos incertitudes autour de vous pour soit vous rendre compte que elles sont partagées par d'autres personnes, ce qui vous enlève un sentiment finalement de solitude, et surtout pour avoir mis aussi la balle dans le camp à, par exemple, sa hiérarchie, pour aller chercher justement à répondre à ces interrogations. Donc voilà. Le déconfinement, j'ai fait des conférences qui ont duré juste 2 heures juste par rapport à ce sujet-là, mais c'est des grandes lignes. Visualiser positivement des actions de vie confinées, d'exprimer ses interrogations et de reprendre ses habitudes de manière progressive. Rien de forcé, prendre son temps. Dernière diapo, réussir son projet, résumé en 5 conseils, de un petit peu de manière différente. Premièrement, on définit ses priorités absolues, qu'est-ce qui compte réellement pour vous. Que si c'est un projet finalement ambitieux, forcément il va falloir accepter que ça soit au détriment de d'autres choses, sans rentrer dans un extrême, c'est-à-dire que si il y a quelqu'un qui veut se qualifier aux Jeux Olympiques, oui, forcément ça va être au détriment d'autres domaines de la vie. Mais il va falloir trouver le bon équilibre qui va permettre d'être efficient pour pouvoir réaliser son projet. Accepter de ne pas réussir tout de suite, en rapport avec les obstacles, il va y avoir des choses qui vont se mettre en travers de votre route que même vous n'allez pas avoir pu anticiper. C'est pas grave. Il faut accepter qu'il y ait des problématiques à résoudre. Et c'est tout ce qui fait la beauté d'un projet. Si vous n'avez rien à résoudre, alors sur le coup même, bon, c'est vrai que ce n'est pas nécessairement agréable, mais s'il n'y a pas d'inconnu finalement dans votre équation, je vous dirais que la vie serait bien ennuyeuse. Avoir une vision à long terme, donc ne pas avoir peur à se projeter sur une saison, 2 ans, 5 ans, et ensuite ne pas se focaliser sur ses faiblesses. On pourrait transformer la phrase sur se focaliser sur ses points forts. Pourquoi ? Allez, je finis sur un truc personnel et pour imager le 5, et puis après j'ai terminé. Vous pourrez me poser des questions si vous le souhaitez. Quand j'étais jeune, on me disait Adrien, tu manques de personnalité. Alors j'ai vraiment cru en fait à un moment de ma vie que je manquais de personnalité parce que j'avais tendance finalement à un peu suivre les autres, faire aussi les mêmes actions qu'ils font, enfin s'ils décidaient ça, je décidais pareil, enfin bref. Puis finalement je me suis rendu compte que cette faiblesse-là, à un moment je l'ai vue sur un point fort. En fait, il y a eu un switch à un moment qui m'a montré que dans mes relations avec les gens, j'étais capable de faire preuve de mimétisme. Alors le mimétisme, c'est de imiter naturellement les gens qu'il y a en face de vous à travers leur verbal et leur non-verbal. Alors il n'y a rien en lien avec de la manipulation, c'est pas quelque chose de calculé. C'est simplement que mon discours, ma manière de m'exprimer, les gestes que je vais faire, ainsi de suite, vont se focaliser, vont synchroniser avec la personne en face de moi. Et en fait, finalement, un point faible, on m'avait dit que c'était un point faible, moi je me suis rendu compte que c'était un point fort. Et ce point fort-là,
et ben maintenant, il alimente d'autres points faibles. Maintenant que j'arrive à mieux observer les autres et que j'en suis conscient, par exemple, j'étais plutôt de nature stressée, ben maintenant je suis de plus en plus calme parce que j'associe des gestes et des comportements, par exemple non-verbaux, en lien avec le calme. Si j'ai un entretien, par exemple aujourd'hui, ça pourrait paraître stressant, je parle devant 45-50 personnes, avec plein de personnes d'entre vous qui occupent des très beaux postes dans le monde du sport et autres. Je pourrais très bien me dire, oh là là, si ma langue fourche, si je les intéresse pas, ou ainsi de suite. Et non, finalement, je vais plutôt avoir une posture calme. Je ne vais pas trop avoir de mouvements répétitifs, je vais utiliser mes mains à bon escient et ainsi de suite, par exemple. Donc, vraiment essayer de se focaliser sur les points forts pour que ça tire ces points à améliorer vers le haut, plutôt que l'inverse. Merci de votre attention. Donc, si vous voulez me contacter, que vous avez des questions qui vont prendre un peu plus de temps, et ainsi de suite, avec grand plaisir, je prendrai le temps d'y répondre. Alors, bien sûr, si vous avez plein de questions, m'envoyez pas un mail, appelez-moi parce que je préfère parler, enfin, je pense que vous voyez bien, je préfère parler que écrire. Donc, sentez-vous à l'aise de me poser une question, que je creuse un petit outil avec vous, ça me fera bien plaisir de pouvoir vous aider. Aussi de parler d'une problématique que vous pouvez rencontrer au sein de votre club ou de votre comité. Et une petite phrase pour terminer qui terminera de conclusion, qui est très bien justement pour les projets. Si vous entendez quelqu'un qui dit un jour je ferai un tour du monde, ben, vous pouvez être sûr qu'il n'est pas prêt de le faire. Okay. Transformez le un jour en jour 1 et là vous allez vraiment partir dans votre démarche de réussir votre projet. Donc un jour ou jour 1, c'est toi qui choisis. Merci beaucoup. Merci beaucoup Adrien. Merci et puis je partage cette citation. Merci aux participants qui réagissent dans le chat et qui te remercient pour ce très bon moment. Je lis en même temps que je parle. Merci beaucoup, très intéressant. Une question qui est revenue 2-3 fois, juste d'un point de vue pratico-pratique, est-ce qu'il y a une possibilité de récupérer le diaporama? Donc, oui, bien sûr. Contrôle, mais on le diffusera aux personnes inscrites cet après-midi. Donc voilà, j'espère que ça a plu aux participants, que ça a répondu aux attentes que chacun d'entre vous pouvait avoir. Donc n'hésitez pas, là sur les quelques secondes, minutes qui restent, le temps de la conclusion, s'il y a une ou deux questions, on se fera le relais bien volontiers de vos interrogations. Je lis en même temps, on a des remerciements principalement, et je n'avais pas reçu le lien, on me l'a transféré. Donc tout arrive finalement. Une chose très importante, Quentin, pour toutes les personnes présentes, si vous avez des personnes en difficulté pendant cette période de confinement, donc qui sont finalement plus ou moins en confinement dans le sens que, par exemple, cours en ligne à l'université ou les entraînements qui n'ont pas repris, n'hésitez pas à me contacter. Je fais des visios gratuites s'ils se retrouvent dans cette situation-là depuis maintenant 3 semaines et j'arrête pas. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour que je puisse les aider au mieux de mes capacités. Merci à toi pour cette proposition et je me fais le relais de Nathalie Valogne, directrice adjointe de l'UNSS sur la Normandie, qui demande si tu fais de l'accompagnement de structures, donc je pense connaître la réponse, de structures type club, comité ou ligue. Alors, je fais même mieux que ça, je les forme. C'est-à-dire que j'ai un organisme de formation qui, si vous cotisez par exemple à l'AFDAS, qui est le loco qui est responsable de l'organisation professionnelle dans le sport, si vous cotisez, eh ben la formation peut être prise en charge directement. Vous avez peut-être, je dis bien peut-être, il y en a des bourses. Voilà, donc c'est une opportunité pour des structures adhérentes à l'AFDAS. Donc n'hésitez pas à reprendre contact avec Adrien, le cas échéant. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, donc oui, pour répondre aux différentes questions, donc le support, on le transmettra. La visio a aussi été enregistrée, on la mettra également en ligne sur nos supports, ce qui permettra, voilà, notamment aux quelques-uns qui n'ont pas pu être présents, de la resuivre. Et puis, si vous avez des collègues
ou partenaires de clubs, comités ou ligues, pas hésiter à la diffuser. Voilà, l'idée, c'est que ce soit le plus largement possible pour bénéficier au plus grand nombre. Avant de remercier Adrien une dernière fois, voilà, notez la prochaine échéance sur ce cycle, le 15 décembre à 14h sur la même plateforme. Donc, on se permettra de redonner l'info aux personnes qui étaient présentes avec possibilité de s'inscrire. Merci pour la démarche. Mais de rien, Laurence. Encore un grand merci à toi, Adrien. Avec plaisir. Avec plaisir. Je sais que tu es à fond dans l'accompagnement sur les jours à venir avec des structures et puis des individuels. Donc voilà, les visios vont s'enchaîner, il me semble, mais en tout cas, c'est pour la bonne cause. Oui, mais je trouverai toujours du temps si vous avez des demandes par rapport à d'autres comités olympiques ou ainsi de suite. Il n'y aura pas de problème, je me débrouillerai. Je m'organiserai. Super. Merci beaucoup à tous. Un grand merci à toi, merci à tous les participants. Je vous souhaite une agréable fin d'après-midi. Au revoir. Au revoir.